1973, c'est une date extrêmement importante, c'est le premier choc pétrolier. 73-74, parce qu'en fait, il faudra un an pour avoir un quadruplement du prix du pétrole. Et la conséquence, pour moi, c'est que ça a donné à l'Arabie Saoudite les moyens d'exercer son influence de façon absolument extraordinaire, du Maghreb jusqu'à l'Indonésie. C'est l'époque où on a vu des médressas se construire, des prêcheurs être envoyés. On a vu également des gens obtenir des bourses pour aller étudier à El-Azhar à partir d'endroits qu'on n'aurait pas soupçonnés comme la Côte d'Ivoire ou le Togo. Et pour moi, je l'ai vu de façon concrète en 1977, faisant une enquête en Côte d'Ivoire, où dans la médressa en question, il y avait une carte de géographie en arabe. Et j'ai dit, tiens, en plus du Coran, vous enseignez la géographie. Il m'a dit, oui, oui, j'ai passé 2 ans à El-Azhar, une bourse payée par les Saoudiens. Et ils m'ont dit, voilà, bah, quand tu retournes, tu expliques comment notre histoire de façon militante. Voilà, j'ai vu ça en 77. Alors, évidemment, j'en ai parlé à un ou deux journaux, ils m'ont dit, bah, c'est pas un fait spectaculaire. Moi, je me suis dit, bon, ce n'est qu'une lame de fond. Pour moi, 1979, c'est une date charnière. C'est 4 dates en une. Peut-être la plus importante, c'est moins le second choc pétrolier que le virage effectué à l'extrême fin de 1978 et début 1979 par Deng Xiaoping. C'est la fin, disons, de la planification à la soviétique, c'est l'adoption du socialisme du marché, avec ou sans guillemets. C'est-à-dire c'est le grand virage chinois qui fait que 30 ans plus tard, la Chine se retrouve en numéro 2 avec des moyens considérables. Voilà, ça c'est une date fondamentale. De surcroît, alors la seconde crise pétrolière, celle où quelqu'un avait dit en France t'es terminé les vaches grasses, maintenant il va falloir se serrer la ceinture. Bon, il n'a pas été écouté, c'était le Premier ministre à l'époque, ex-professeur d'économie politique, M. Raymond Barre, qui a d'ailleurs été en fin de compte démissionné. Et puis, autre date importante, en 1979, et que nous continuons à avoir les effets, c'est la révolution khomeiniste, la montée au pouvoir de Khomeini qui a complètement changé l'équilibre au sein du Proche-Orient et du Moyen-Orient de façon générale, notamment en reposant la question du chiisme. Les chiites, il faut le dire, dans le cours de l'histoire relativement contemporaine, c'est-à-dire depuis les 2 derniers siècles, avaient largement été brimés. Partout, ils étaient considérés comme non seulement des hérétiques, mais aussi appartenant aux catégories sociales les plus défavorisées. C'était carrément le cas au Liban. J'avais constaté ça à l'époque des Palestiniens comme au moment de la guerre civile. Et puis, donc là, il y a un changement extraordinaire dont l'effet va s'épuiser au sens militant du terme, mais dont le poids aujourd'hui continue de peser, puisque nous assistons aujourd'hui à la fin de ce match entre d'une part l'Iran et de l'autre l'Arabie Saoudite et ses alliés, comme par exemple la Turquie. Donc date très importante. Et enfin, de façon moins importante, mais qui n'est pas terminée, c'est l'investissement de l'Afghanistan par les soviétiques, mauvais calcul, avec les objections d'une grande partie de l'état-major à l'époque. Enfin, ils se sont imaginés que ce serait facile parce que c'était mitoyen et qu'ils s'en sortiraient. Et cette affaire se termine finalement mal pour eux, bien qu'ils sont repartis en bon ordre. Et ils ont été meilleurs, à mon avis, que les Américains, avec 2 fois moins d'hommes. Et en plus, ils avaient le handicap d'avoir perdu, à cause des Stinger, à partir de 1986, la suprématie aérienne, ce que les Américains n'ont jamais perdu. Puis finalement, les Américains ont pris le relais, malgré d'ailleurs les objections, ou plutôt les conseils des Soviétiques leur disant attention, on ne s'embarque pas dans l'affaire afghane comme ça. Au début, ça paraît facile, et puis petit à petit, on s'enlise. Et ben voilà, ils sont largement enlisés. Nous sommes maintenant 15 ans plus tard,
15 ans plus tard, et en fin de compte, si à la fin de l'année, les quelques 10 000 hommes américains se retiraient, ce qui ne sera probablement pas le cas, mais s'ils se retiraient, je pense que Kaboul tombe dans les semaines qui suivent. En 1989, c'est Gorbatchev. C'est Gorbatchev qui essaye d'amadouer les Occidentaux, de transformer les relations. Je crois qu'il n'a pas du tout contrôlé l'affaire. Et il s'est trouvé en face de Mme Thatcher, en face de Ronald Reagan, pas du tout en face de Carter. Ça aurait été très différent. Donc, M. Gorbatchev a complètement raté la perestroïka, c'est-à-dire la réforme économique. Il l'a raté parce que les bureaucrates l'ont saboté, c'est-à-dire ces bureaucrates n'avaient absolument pas envie de lâcher le contrôle de l'appareil. Par contre, il a effectivement réussi ce qu'on appelle la glasnost, c'est-à-dire la démocratisation. La démocratisation, ça signifiait vous avez le droit de parler. Alors qu'est-ce que vous voulez que des gens qui, pendant 70 ans, n'avaient pas le droit de parler, disent lorsqu'on leur dit parle? Ils vont se plaindre. Ils vont se plaindre, et qui va se plaindre le plus? Forcément, les nationalités, les Baltes, les trois pays baltes, les Caucasiens, Géorgiens, Arméniens, Azerbaïdjanais, etc. Beaucoup moins d'ailleurs d'une façon générale les musulmans. Et puis après, tout le monde s'est plaint. Ce qui fait que Gorbatchev est un peu comme un apprenti sorcier, dépassé par les événements, il ne contrôle plus la situation. 89, il a beaucoup contribué à 89 dans la mesure où il a dit, et ce n'est pas un jugement que je porte, mais enfin il a dit on ne tire pas sur les foules qui protestent. À partir de là, lorsque les Polonais, les Hongrois, les Allemands se sont aperçus que on peut manifester et on n'est pas immédiatement réprimé, alors ça s'est répandu. Et puis ça mène symboliquement à cette fantastique chute du mur, c'est-à-dire un véritable changement qui d'ailleurs augure parfaitement de la fin du communisme européen. Le communisme européen est fini, il est fini d'ailleurs également en Yougoslavie, par contre-coup. Le mythe sur lequel avait vécu la Yougoslavie s'effondre, c'est fini, le marxisme-léninisme n'est plus l'explication de l'histoire, chacun revient à ses origines ethniques ou religieuses, et tous les ingrédients sont là pour démarrer peu après une guerre civile. Et puis 89 va nous mener vers 91 de façon non contrôlée. L'effondrement de l'URSS s'est produit malgré les directions, parce que tout cela a été bâclé et les soviétiques se sont retrouvés le bec dans l'eau, avec une situation économique extrêmement mauvaise, qu'on a essayé de leur expliquer comment s'en sortir, ce qui a finalement mené à l'effondrement du rouble en 1997-98. Moi j'ai assisté à ça. C'était pathétique. Enfin, vraiment, les lendemains de la chute de l'Union soviétique, c'était quelque chose de pathétique. Donc ça explique parfaitement le nationalisme qui a porté quelqu'un comme Vladimir Poutine. 2001, c'est l'expédition punitive, conséquence du 11 septembre. C'est d'abord l'attentat le plus extraordinaire qu'on ait jamais commis. En plus, on l'a commis aux États-Unis. Le même attentat, s'il avait eu lieu avec les fameuses tours qui se trouvent en Asie, en Malaisie, on en aurait parlé pendant une semaine. Tandis que là, quand vous posez la question à des élèves, qu'est-ce qui s'est passé d'important dans les 30 dernières années, il y a des gens qui vont vous répondre en anglais, 9/11, la chose la plus importante. On est obligé de leur dire, mais non, vous savez, la chose la plus importante qui s'est passée depuis 30 ans, c'est la montée de la Chine, par exemple. Donc, les Américains décident de faire une expédition punitive. C'était à peu près inévitable dans le climat de l'époque. Il fallait faire quelque chose. On a demandé l'extradition de Ben Laden, le Mollah Omar l'a refusé.
c'est dans le cadre des traditions afghanes, on ne livre pas un hôte. Bon, c'est un monde que les Pakistanais ne connaissaient plus, mais que les Afghans pratiquent. Alors, la conséquence de 2001, bah, c'est assez simple. L'affaire en 2002 est classée, c'est-à-dire que la victoire est remportée avec aisance. Elle est d'ailleurs menée essentiellement par des troupes étrangères. Ça, c'est une première chose très importante. Il n'y a que des forces spéciales, personne d'autre. Au nord, c'est mené par ce qu'on appelait l'Alliance du Nord, c'est-à-dire des Tadjiks, des Hazaras, des Ouzbeks. Au sud, ben, on a payé ceux qu'on appelait à tort ou à raison les seigneurs de la guerre, c'est-à-dire les tribus qui avaient l'habitude en général pour de l'argent de faire ceci ou cela, et on suivait tranquillement celui qui était le patron de la tribu. Donc l'exfiltration de Ben Laden et puis du Mollah Omar et de l'ensemble des cadres a été relativement facile. Il suffisait soit d'avoir des complices, soit de payer. Il y a des journalistes sérieux qui se trouvaient sur la frontière et qui avaient dit à l'époque il y avait davantage de journalistes que de militaires américains. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout fait le travail sérieusement pour essayer de bloquer la sortie. Après ça, on a amené un dirigeant qui se trouvait aux États-Unis, on l'a placé là, on l'a adoubé, et puis on est passé à autre chose. Parce que dès 2002, 2001 est en fin de compte oublié, il y a 35 000 hommes, même pas, non, ça a commencé avec 19 000 soldats, plus quelques milliers de Britanniques, personne d'autre. Qui cherchait d'ailleurs désespérément Ben Laden sur la frontière afghano-pakistanaise. Et on est passé du point de vue politique à la préparation de ce que Paul Wolfowitz, dès les lendemains de septembre 2001, avait proclamé comme l'objectif majeur, l'Irak. L'Irak a occupé les États-Unis dès 2002, c'est-à-dire la préparation psychologique, politique, diplomatique de « il faut absolument en finir avec cette guerre non terminée ». Il y a des armes de destruction massive, il y a des contacts entre Al-Qaïda et puis Saddam Hussein, etc. Il se trouve qu'en fin de compte, 2001, ça a été surtout l'Afghanistan, la victime collatérale de la guerre d'Irak. La guerre d'Irak a été l'essentiel de l'effort américain dès 2002. Et en 2003, bon, bah, ils l'ont emporté sans difficulté. Nous sommes à une époque où les mentalités ont changé beaucoup. C'est l'époque de la guerre zéro mort, dont nous ne sommes d'ailleurs pas sortis. Cette époque commence dès 1991. On a en 1991, qui est une date non négligeable d'ailleurs, soit dit par parenthèse, mené une guerre où le nombre de victimes de la coalition menée par les États-Unis a été extrêmement modeste, peut-être 350 morts, c'est-à-dire rien, vu que ça a été une guerre aérienne. Et pour la première fois dans la longue histoire des batailles, on n'a pas donné le chiffre des soldats irakiens tués. C'est une première. Pourquoi? Parce que, de façon non officielle, moi j'ai appris au Pentagone, et du côté des Britanniques également, on fixe le nombre de morts à quelque chose entre 35 et 70 000, c'est-à-dire de 1 à 50 et de 1 à 100. C'est-à-dire que la disproportion est telle entre les 350 morts et les 70 000, s'il y en a 70 000, que l'opinion publique occidentale n'aurait même pas encaissé qu'on puisse produire un tel résultat. Donc on n'en a pas parlé. La sensibilité a changé, c'est très important cette histoire de sensibilité, parce que finalement nous sommes devenus, je parle des Occidentaux d'une façon générale, et les Européens plus particulièrement, une population d'apeurés. On a peur en Europe de notre ombre. On l'a encore constaté l'année dernière et au début de cette année. Donc, 2001, c'est essentiellement la preuve que tout ça a changé de façon absolument drastique depuis une bonne dizaine d'années déjà. Et tout ça, ça s'est accusé encore.
par la suite avec le développement de ce qu'on a appelé le terrorisme et qui n'est pas que le terrorisme. 2003, c'est essentiellement le triomphe des néoconservateurs. Ces néoconservateurs qui, au lendemain de septembre 2001, se sont imposés auprès du président George W. Bush comme étant les détenteurs d'une solution. Et leur solution, c'était, bon, on va remodeler le Grand Moyen-Orient. Ça signifiait, comme avait dit Paul Wolfowitz, qui était en fin de compte leur porte-parole, ça signifiait que la route de Jérusalem passe par Bagdad. C'est-à-dire on peut résoudre dans une certaine mesure le problème palestinien en s'occupant de l'Irak. C'était une vision absurde. L'idée du remodelage du Grand Moyen-Orient, c'était on impose une démocratie en Irak, ce qui est absurde. Je pense que la démocratie ne peut pas s'imposer. D'ailleurs, dans l'ensemble, dans toute cette zone où on parle sans arrêt de il faudrait un truc démocratique, etc. Non, c'est pas sérieux. Moi, je pense qu'un despotisme éclairé, c'est ce qu'on peut leur souhaiter de mieux. Voilà. Lee Kuan Yew, ce monsieur qui a transformé Singapour, c'est le type même du despote éclairé. Voilà, on arrive à ça. Ben, il faut avoir autre chose qu'une bougie pour être éclairé. Et dans la zone dont nous parlons, on n'en est pas à la veille. Donc, c'était débouché forcément sur l'échec que de marginaliser dès le début les sunnites de façon complète, de donner le pouvoir à des Kurdes qui n'étaient pas des Arabes. Je vous parle de la perception locale, moi, là. Et de donner le pouvoir à la majorité, c'est-à-dire aux chiites, qui étaient perçus par les détenteurs du pouvoir d'hier, à savoir les sunnites, comme des hérétiques depuis toujours. Donc, pour un sunnite, si vous voulez, le bouleversement est incompréhensible. Ce n'est pas seulement une question religieuse. Eux se considéraient comme la couche dirigeante, le groupe dirigeant, je dirais la classe dirigeante dans un autre vocabulaire. Et ils étaient au pouvoir sous Saddam, ils étaient au pouvoir sous la royauté, ils étaient au pouvoir pendant le mandat britannique, ils étaient au pouvoir à l'époque de l'Empire ottoman, et d'un seul coup, paf, les Américains arrivent, ils vous bousculent, ils vous disent bon ben c'est tout, vous êtes complètement marginalisés, l'armée s'en va, ceux qui sont des sunnites ne peuvent pas participer de la future administration. Ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, vous passez à l'opposition armée, c'est tout. Donc, dès le démarrage, nous avons une situation qui n'a jamais été contrôlée par les Américains et se sont ajoutées là-dessus des erreurs considérables. J'en citerai une, le scandale de la prison d'Abu Ghraib, un scandale fabuleux dans la mesure où c'était un scandale de type sexuel, une humiliation sexuelle. Ce n'était pas la torture comme on avait coutume de le faire sous Saddam et avant et dans les pays voisins. Non, c'était l'humiliation sexuelle. Il y a cette fameuse image d'un type à quatre pattes comme un chien avec une laisse tenue par une femme. Bon, bah ça c'est inacceptable en général, mais dans la zone, c'est vraiment le tabou des tabous. Donc, vous ne pouvez pas prétendre apporter la démocratie avec ça. Je crois qu'à partir de là, il y a eu comment dirais-je, une rupture complète avec la majeure partie de la population et les Iraniens ont profité de cela. En fin de compte, le 2003, ça s'est fait sans le vouloir, au profit de l'Iran qui était visé, puisqu'en fin de compte, remodeler le Grand Moyen-Orient, c'était se mettre en Irak, tordre le bras de M. Bachar el-Assad et surtout opérer un changement de régime en Iran. Ben, c'est raté. C'est un fiasco complet et 2003, ben, c'est cela et on n'en a pas fini. 2007-2008, c'est la crise du capitalisme, au sens où d'aucuns ont découvert que le marché ne se régulait pas de façon aussi admirable que le prétendaient certains. Voilà. C'est aussi celle de la cupidité, avec ses bulles extraordinaires, avec cet effondrement que l'Amérique a très durement ressenti et dont nous n'avons pas fini, nous, de régler
euh, les restes. Donc oui, c'est un rappel très important de ce qu'a pu être 29 avec des erreurs que nous avions commis en 29 et que nous n'avons pas commis en 2008. Mais enfin, elle montre la fragilité de l'ensemble du système. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il y a une façon harmonieuse de gérer le monde, hein. On est toujours dans le règne de l'incertain, de la précarité. J'aimerais bien que nos compatriotes comprennent aussi qu'il n'y a pas de droit à la sécurité. Ça n'existe pas. Je veux dire, on est dans un monde précaire où il faut se battre. Et nous, de ce côté-là, je trouve que nous avons, comme des enfants gâtés, pris l'habitude d'être très, très, très protégés. Donc, 2008, c'est un rappel comment dirais-je, de la façon dont on boite et où il faut boiter le moins mal possible. Les Américains se sont remis parce que c'est une société plus dynamique que la nôtre, avec une capacité de mobilité, avec une plasticité, avec une capacité de rebondir que nous n'avons pas. Et nous, particulièrement en France, mais nous ne sommes pas les seuls, avec une partie d'ailleurs de l'Europe latine, sans parler des orthodoxes, nous traînons derrière, alors que finalement les Allemands et d'une façon générale les protestants s'en sont mieux sortis. Ça aussi, je crois que ce n'est pas très classique de le dire, mais je pense que c'est important. En ce qui concerne les attentats qui ont frappé la France, d'une façon générale, je parlerai surtout des seconds. Les premiers, bon, Charlie Hebdo, on en a beaucoup parlé. Le second est important. Je dirais qu'il est le produit essentiellement de deux choses. La première, du choc produit en juin, juillet, août 2014 par l'avancée de l'État islamique, sa proclamation, la proclamation du califat, le sentiment que la victoire est au bout du fusil et qui a été une espèce d'onde de choc qui a provoqué chez certains, peu nombreux, mais enfin, les minorités ça compte, le sentiment que bon, ben voilà, il y a une page qui est en train de se tourner et qu'on peut participer à un djihad, etc., etc. Bon. C'est aussi le produit du long travail de nos amis saoudiens qui n'ont pas cessé d'investir sur un islamisme militant, extrêmement anti-occidental au sens antidémocratique, anti-nationaliste, voulant reconstituer une Oumma, mais selon le wahhabisme, etc. Bon, c'est le produit de tout cela, conjugué avec notre libéralisme extrême, qui fait qu'on a en Europe, d'une façon générale, les Britanniques comme d'autres, laissé cette propagande se faire quasiment au grand jour, sous prétexte que bon, bah, chacun parle de ce dont il a envie, sans mesurer très bien les conséquences pratiques que ça va avoir. C'est-à-dire que si demain nous formions un groupe en disant voilà, ce que nous avons l'intention de faire, c'est de s'emparer du pouvoir en France à travers la lutte armée, ben, on ne nous laisserait pas parler. Mais là, oui, sous prétexte qu'il s'agit d'une propagande de type religieux, dont on connaît très bien la finalité politique, puisqu'en fin de compte, c'est une instrumentalisation du religieux pour des raisons politiques. Bon, je trouve que de ce côté-là, les pouvoirs publics bon, se sont laissés endormir. L'été 14 a été très mauvais à ce point de vue-là, c'est-à-dire que ça a été une incitation à passer à l'action. Et les services policiers, bon, bah, ils ont fait du bon travail entre 1996 et 2010, grosso modo, pendant, en fin de compte, une quinzaine d'années, on n'a pas eu d'attentat en France, alors que des menaces d'attentat avaient été proférées aussi bien en Algérie, par le fils et par les mouvements qui ont suivi le fils. Ça avait été également dit par Ayman el-Zawahiri à partir de la frontière pakistanaise. Donc dans l'ensemble, cet attentat était, si j'ose dire, attendu. Et je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas d'autres.
parce que la petite minorité sensible à ce discours qui s'imagine que l'islam c'est la solution, bon, bah, c'est une de ces aberrations avec laquelle il faut vivre et pas s'imaginer que tout est bien dans le meilleur des mondes, dans la mesure où nous n'avons pas, en France, su intégrer une partie non négligeable de l'immigration. Ça s'intègre comment? Ça s'intègre à travers une école qui marche. Les deux écoles marchent mal. Et l'instruction publique, c'est fondamental. On avait déjà supprimé le service militaire, qui était quand même un moyen justement d'intégrer, d'être ensemble, de mélanger les gens. Comme on a mal intégré, dans la mesure où il y avait un chômage considérable, que nous n'avons pas cherché à résoudre en changeant nos lois du travail. Ça a amené une partie de la jeunesse à vivre de la drogue, et on a fermé les yeux, sachant très bien que cette drogue permettait finalement une économie parallèle qui, sans régler le problème, permettait en tout cas de ne pas avoir des à-coups sociaux importants. Donc tout ça, c'était connu, à gauche comme à droite d'ailleurs, avec une tranquille lâcheté que nous commençons à payer aujourd'hui.